Bonsoir et bienvenue à tous, on y va pour le sommaire. Une détention, un placement en isolement et une fugue. Il ne s'agit pas là du synopsis d'un film, mais du quotidien d'Aruna Gangusing depuis dimanche. Son escapade, aussi brève qu'elle a été, avait un but précis, griller une cigarette. Mon mari, mes enfants et mes petits-enfants sont mauriciens, propos de Catherine Go, qui met les points sur les i après la polémique entourant sa nomination en tant que conseillère au bureau du Premier ministre. Les hôtels se préparent à accueillir leurs premiers clients destinés à une quarantaine payante. Incursion au Beachcombe de Trouobiche dans cette édition. Et puis nous vous parlons ce soir de la présidentielle américaine avec Jean-Luc Émile. Place au premier débat Donald Trump-Joe Biden. En route vers la Maison-Blanche, ce sera notre chronique quotidienne sur Télé+, jusqu'aux élections du 3 novembre prochain. Elle ne cesse de faire parler d'elle et pas toujours pour les bonnes raisons. Après avoir refusé de faire un test PCR à sa descente d'avion, passé une nuit en détention, voilà qu'Aruna Gangusing fugue de la salle d'isolement où elle a été placée pour aller fumer une cigarette. Des faits qui sont produits ce matin à l'hôpital Victoria à Kandos. Et c'est dimanche qu'Aruna Gangusing, 41 ans, est arrivée à Maurice de Paris et son histoire a fait le tour de la toile. Sur sa page Facebook, elle est très active. Elle fait des vidéos, partage des sujets d'actualité et semble suivre de très près la politique. Depuis Bruxelles, avant de prendre l'avion, elle savait, semble-t-il, qu'elle ira en isolation. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs à ses amis internautes. Et je dis à tout le monde qui veut l'accompagner, veulent accueillir tous ces Mauriciens qui vont rentrer par ce vol, dont moi. Je prends l'avion samedi soir, on arrive dimanche, venez. Le vol ne se passe pas comme elle le pensait. À sa descente d'avion, elle est en larmes. Sur un message vidéo en Facebook Live, voilà ce qu'elle raconte. Il me dit, si vous va bouffer, je permets-moi detention center, va quoi? Bruno Lorette. Et tout va mal l'armée, ou même. Armin Boulel, papi. Aruna est placée dans un centre de détention à cause de son refus de faire le test Covid. Elle est ensuite transférée en isolation à l'hôpital Victoria le lendemain. Elle explique, toujours sur Facebook, pourquoi elle a refusé le test nasal et allègue avoir été brutalisée par la police. Vous ne pensez pas faire le Covid test, vous me faire un Covid test sanguin. Parce qu'il m'a né, il peut saigner, en feu, etc. Et puis, il prend une proportion dégénérée. Donc, pour tout le monde qui peut appeler moi sauce, affaires, folle, problème psychologique, moi, enfin, après avoir subi de la brutalité policière devant ma mère, qui est la deuxième personne de qui on parle, hein, qui a été mis en quarantaine, moi, invite tout le monde, moi, encore en douce. À l'hôpital, elle donne depuis ces dernières heures du fil à retordre au personnel médical. D'ailleurs, nous avons reçu cet après-midi des vidéos montrant la situation dans la salle d'isolation. Elle voulait absolument griller une cigarette et ne voulait pas entendre raison. Allez, là. Moi, pour finir. Qui est de l'eau? Qui s'arrête de l'eau? Moi, je vous Léo. Moi, pour finir. Et moi, pour finir, masse. Sorti là, et moi, moi, je t'en vais pour finir. Les cigarettes, là, pour récemment. Mais à coup pour la Lis à mon droit et arrête-moi. Mon carré entre l'hôpital et le gazon, là, mon dieu, toi, m'en viens dans le gazon, moi, dis-moi la matière. Mais où laisse-moi respirer. Et si vous pas content pour moi, n'y parler. Deuxièmement, ou lis-moi mon droit et ou arrête-moi. Laisse-moi respirer comme pour envie, l'air pour l'écouter du monde. Moi, vous, hé, lave-moi. Soit toi, moi, une minute, soit toi, lave-moi. Lave-moi l'armée, mon visage respirer, lave-moi l'armée. Non. Le ministère de la Santé assure qu'elle bénéficie d'un suivi médical. Une plainte a été consignée à la police concernant son comportement jugé excessif par le personnel de la santé.
Pendant ce temps, 11 nouveaux cas importés de coronavirus ont été détectés hier parmi des passagers indiens qui sont arrivés en provenance de la Grande Péninsule dimanche. Information fournie par le Dr Zubair Jumai du National Communication Committee face à la presse cet après-midi. Les passagers testés positifs à la Covid-19 sont des travailleurs des firmes de construction. Certains devaient se rendre à Galiga et d'autres allaient travailler sur des chantiers pour d'importants projets à Maurice, ce qui porte à 27 le nombre de cas importés recensés à ce jour. Le risque d'avoir d'autres cas positifs dans le même groupe est réel, affirme le docteur Zubair Jumai. Le nombre de passagers qui tiennent, il y a 11 personnes qui nous font trouver positifs, l'eau PCR qui nous fait faire à l'arrivée à l'aéroport. Ça là, ça 11 personnes là, c'est un homme. Et je vais vous donner un petit peu plus de détails aux autres. En fait, ça, là forme partie d'un groupe d'environ 150 personnes qui viennent venir depuis l'Inde. C'est des travailleurs qui viennent venir pour le compte d'un groupe de construction indien. Et donc, ça 11 là, qui dans 3 hôtels séparés et qui est dédié uniquement à sa bande travailleurs. Donc ça bande travailleurs là, pas de fin mélange avec les autres voyageurs qui viennent venir sur les autres vols, bien sûr. Je pas dans la même quarantaine et je pas dans la même quarantaine les autres Mauriciens, les autres gens qui sont au même vol de l'Inde, parce qu'il y a un des gens qui finit rapatrier le vol là pour une raison médicale aussi. Donc, à ce jour, donc 381 cas positifs qui nous connaissons à Maurice. Mais je vous rappelle que les cas qui nous peuvent trouver, c'est toujours un cas importé, nous payons un cas de contamination locale. Et la plateforme en ligne de la MTPA a reçu 981 réservations confirmées pour la réouverture partielle prévue le 1er octobre. La moitié de ces voyageurs sont des Mauriciens et ont opté pour des hôtels 3 et 4 étoiles. À ce matin, réservation pour Bandimoun qui paye en retour de Maurice dans le cadre de la réouverture par phase qui nous peut opérer à partir du 1er octobre. Donc, à ce matin, c'est 981 réservations concernant 1232 personnes sur le site de réservation My Mauritius. Et nous sommes capables de dire que le ratio entre Mauriciens et étrangers est à peu près pareil. Et toujours les hôtels 3 étoiles et 4 étoiles est de plus en plus remplis. Donc la plateforme très fonctionnelle et la MTPA continue de suivre ça de près pour quand il y a un hôtel rempli, faire en sorte qu'il y ait les autres hôtels qui remplacent un hôtel qui ne remplit là dans chaque catégorie. Et justement, plus que 2 jours avant l'ouverture partielle de nos frontières, en attendant, les hôtels convertis en centres de quarantaine payants apportent les dernières retouches avant de reprendre une activité commerciale d'un autre genre. Cela après plusieurs mois de fermeture au public. L'hôtel Beachcombe à Trou-aux-Biches en fait partie. 26 villas ont été mises à la disposition des visiteurs qui arrivent à partir du 1er octobre. En parallèle, la formation du personnel se poursuit. Le mot d'ordre, les gestes barrières doivent être scrupuleusement observés. Même la gestion des déchets a été pensée. Incursion dans l'univers d'un hôtel du New Normal avec Shivani Venkatachelam. Il est midi et on arrive à l'entrée principale de l'hôtel. La porte est verrouillée à double tour. Ce n'est qu'à partir du 1er octobre que les clients vont utiliser cette entrée. Géraldine Koenig, Chief Officer Operational Excellence, nous accueille. Elle est en pleine formation avec le personnel. Après la formation, elle nous emmène visiter la zone de quarantaine. Le client sera assigné à sa villa pendant l'ensemble de son séjour de 14 jours chez nous. Donc nous aurons donc un service au niveau des repas qui sera servi donc au devant de la porte de la chambre de la villa, que ce soit breakfast, déjeuner, thé et dîner.
Voilà, et tout le reste donc de nos activités ne seront malheureusement pas accessibles et ouvertes aux clients. Par contre, dans le cadre de la villa, il aura le droit de pouvoir utiliser la piscine rattachée à la villa, ainsi que le petit jardin et la zone barbecue, car l'ensemble est clôturé et clairement délimité. Le mot d'ordre aux employés, éviter le contact avec les clients. Le check-in en ligne sera privilégié, explique Quinsley Fong Periatombi, Executive Assistant Manager. Donc nous avons plusieurs équipes qui vont être dédiées aux villas, donc en fonction du nombre d'arrivées que nous avons, le 4 et le 5 et les autres dates. C'est beaucoup que je suis arrivée en pleine formation, j'ai pu entendre un tout petit peu comment est-ce que ça va se passer. On apprend aussi qu'il y aura un système de badge pour identifier le personnel qui travaille avec qui sera en contact. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, comme je vous ai dit, donc, nous aurons les équipes dédiées par rapport au jour d'arrivée des clients. Alors ça va être des équipes qui ne pourront éventuellement pas se croiser. Et pour pouvoir définir ces équipes-là, donc ils auront des badges avec des couleurs différentes pour pouvoir identifier. Donc l'équipe qui prendra en charge les clients qui vont arriver le 4 et le 5, ils seront attitrés, donc ils vont être attitrés d'une couleur spécifique. Et ceux qui vont arriver par la suite, ils auront eux aussi d'autres couleurs attitrées, justement pour éviter qu'ils puissent se croiser pendant dans le périmètre de la quarantaine. Une vingtaine d'employés seront amenés à travailler à partir du 4 octobre. Pour Stéphane Lagesse, directeur de l'hôtel, il est important de rassurer le personnel. Au niveau de la gestion des déchets, il nous explique le plan établi. Et nous avons la chance d'avoir autour Wish des multiples cuisines. Donc nous avons une cuisine de production qui a été établie et une cuisine pour le débarrassage de ces ordures, on va dire, et ce sera mis dans une cuisine qui sera dédiée uniquement pour ça, aux salles. Et comment est-ce que vous allez séparer au niveau du personnel qui va rester, qui va rentrer chez lui? Alors nous avons le protocole du front of house, donc les artisans qui vont être dans les opérations à même avec les clients, et puis le back of house, donc les artisans qui, eux, n'auront pas affaire aux clients directement. Donc ces deux parties-là sont très bien séparées pour assurer justement qu'il n'y ait pas de contamination entre ces deux équipes qui vont travailler à l'hôtel. Il s'agit à la fin de la journée de tout mettre en œuvre pour relancer le secteur, mais aussi pour assurer la sécurité de tout à chacun. Catherine Go met les points sur les i après la polémique entourant sa nomination en tant que conseillère au bureau du Premier ministre. Interrogée par les journalistes lors d'une conférence de presse cet après-midi, la Française explique que son époux, ses enfants et même ses petits-enfants sont tous mauriciens. Regardez. Mon poste ne fait pas polémique à la Réunion, je suis désolée, c'est une information erronée de votre part. Moi je vous l'ai déjà dit, je suis mariée à un Mauricien depuis plus de 40 ans, mes enfants, mes petits-enfants sont mauriciens. Donc et lorsque j'ai fini de travailler à l'hôpital de la Réunion où j'étais chef de service pendant 31 ans, j'ai décidé que je pourrais consacrer, étant donné l'expérience que j'ai, qui est une expérience de clinicienne, mais aussi une expérience d'organisation des soins, puisque je suis donc la présidente de la commission d'organisation des soins de la Réunion. J'ai été présidente de la conférence de santé, présidente du Corévi, tout ça c'est de l'organisation des soins. Je suis médecin expert pour Expertise France et ma spécialité c'est les virus et l'immunité et les déficits immunitaires en général. Donc c'est exactement la Covid. Donc comment je me suis retrouvée au bureau du Premier ministre, j'étais à Maurice et il y avait un besoin et je rappelle que c'est une équipe dans sa totalité qui travaille et chacun a son rôle. Moi j'ai un rôle de conseillère et c'est mon droit le plus entier que de faire ce que je veux de ma vie professionnelle. Ça ne regarde pas les journalistes d'un site de la Réunion qui, je ne veux même pas en parler, ça n'a aucun intérêt de toute façon. Donc voilà, je fais mon travail qu'on me demande en tant qu'expert, ce que je suis, parce que je suis aussi expert pour Expertise France. Je conseille et puis voilà, c'est ça mon travail. Je vous retrouve après la pause.
à présent d'un autre sujet qui domine l'actualité depuis un certain temps, la contribution sociale généralisée. Le ministre des Finances assure que la CSG va améliorer la compétitivité des entreprises mauriciennes, en particulier les petites et moyennes entreprises. Renganaden Padayachi intervenait lors d'un atelier de travail intitulé Building a Resilience Through SMEs and Entrepreneurship ce matin. Selon les données, 84% des PME vont payer moins cher en matière de contribution, a déclaré le ministre Padayachi. On peut maintenir aujourd'hui qui CSG, 84% de PME pour payer moins qui est sous régime NPF. CSG, nous mettons en place, c'est vraiment dans nos philosophies. Sa philosophie qui nous prend un ticket avec banque qui en a beaucoup pour permettre d'être banque qui plus vulnérable. CSG nous fait baisser charge patronale et aussi cotisation sociale pour les employés. 89% des employés pour payer moins et 84% des PME pour payer moins et 81% de total l'entreprise pour payer moins. Donc, en général, une grande majorité des entreprises et des employés pour payer moins, c'est qu'il y a un côté pour dégager un pouvoir d'achat pour les employés et de l'autre côté, pour dégager aussi une capacité financière pour les entreprises. Là, je peux améliorer cette compétitivité, je peux recruter d'autres personnes ou engager dans les autres investissements. C'était ça l'objectif aussi de la CSG quand nous sommes venus avec sa réforme. Alain Houghton-Voon va passer la nuit au Moka Detention Center. Arrêté dans l'affaire Saint-Louis, l'ICAC a objecté à sa remise en liberté conditionnelle lors de sa comparution en cour de district de Port-Louis cet après-midi. Une charge provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre le Managing Director de PATCO à l'issue de son interrogatoire à la commission anticorruption à la mi-journée. Alain Houghton-Voon reste donc en détention policière jusqu'à sa prochaine comparution fixé au 1er octobre prochain. Son avocat, Maître Sailesh Sibarut, affirme que son client réfute les allégations portées contre lui. Mon client aujourd'hui est arrêté pour une charge de money laundering et il y a une objection de la part de l'ICAC pour l'acheter sous caution. Et nous étonnés qu'après 7 jours de l'enquête que M. Allen a coopéré totalement, on a mis tout sur un document, une explication et aujourd'hui, l'ICAC peut venir avec des objections. Peut-être il a son raison, pour respecter. Nous pouvons faire notre travail de la défense et l'ICAC peut faire ce travail, nous respecter ce travail. Et seulement l'allégation que l'ICAC pose nos clients, il peut tout avoir rien. Aujourd'hui, nos clients donnent full explication et ils deny d'allegation put to him by the ICAC. So far, c'est tout qui nous a dit. Est-ce que vous connaissez qui l'ICAC fait reproche l'ICAC? C'est ça, mon Dieu, c'est money laundering. Comment nous demandons dans la cour, nous tout le monde pensait demander dans la cour. C'est d'autres choses pour vous venir vers eux, vous faire d'autres déclarations, puis on les donne. Bail motion? Pas encore. Dans le jour à venir, nous pouvons décider, nous pouvons faire les affaires. Quand nous pouvons apparaître de nouveau? Jeudi. Ok? Merci. Money laundering, c'est une somme combien? 49 millions. Nobody's done what we have done in 2.5 years. Remember who we are. This is the United States of America. Passons maintenant à notre page spéciale consacrée aux présidentielles américaines du 3 novembre. Ce soir, le premier grand débat entre Joe Biden et Donald Trump. Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous êtes parmi les 225 journalistes à travers le monde, des privilégiés choisis pour suivre au plus près cette campagne au quotidien avec le Foreign Press Center du département d'État américain. Zoom ce soir sur ce premier débat. C'est une tradition à l'américaine, Jean-Luc Émile. Oui, une longue tradition à J-35, un débat entre Donald Trump et Joe Biden pour relancer cette campagne électorale, la première des 3 rencontres entre les deux hommes qui sera organisée dans quelques heures à Cleveland, dans l'Ohio. Il sera à 5 heures du matin à Maurice. Toute l'Amérique attend ce premier débat. Ce débat promet d'être le premier sommet d'une campagne électorale tronquée du fait de l'épidémie du coronavirus. Ce dernier interdit en effet les meetings géants
qu'on a l'habitude de voir, les bains de foule qui en font le quotidien, même si Donald Trump s'est engagé dans une tournée des hangars qui lui permet de rassembler quand même des foules plus modestes qu'il y a 4 ans sur le tarmac des aéroports des États clés dans lesquels se jouera cette présidentielle. La première des 3 rencontres entre Joe Biden et Donald Trump sera organisée à la Case Western University à Cleveland, dans l'Ohio, après le désistement de l'université de Notre-Dame dans l'Indiana du fait de l'épidémie. Ce débat va durer 90 minutes. Le public sera limité à 90 personnes qui seront testées pour le coronavirus au préalable. Le face-à-face sera arbitré par le journaliste de Fox News, Chris Wallace, septuagénaire comme les 2 candidats, qui compte parmi les meilleurs intervieweurs de la presse américaine. Il a annoncé que son rôle sera volontairement limité. Il va amener les 2 hommes à s'engager, à se concentrer sur les questions clés, à donner surtout aux gens à la maison une idée de pourquoi ils vont voter pour l'un par rapport à l'autre. Chris Wallace estime aussi que la vérification des faits ne relève pas de la compétence d'un modérateur. Alors, 6 thèmes ont été choisis qui seront traités chacun pendant une quinzaine de minutes. Il s'agit des bilans respectifs des 2 hommes, de la Cour suprême, du fait de la nomination d'une juge conservatrice à la veille de la présidentielle, de l'épidémie de coronavirus en cours, de la crise économique qu'elle a provoquée, des tensions raciales et des conditions dans lesquelles se tiendra l'élection du 3 novembre. Ce dernier sujet s'est imposé du fait que la campagne que mène depuis plusieurs semaines le président sortant, notamment contre le vote par correspondance, qui devrait être amplifié par la crise sanitaire. Vous parliez, Mélanie, de cette couverture des élections par des journalistes à travers le monde. Et puis, nous avons la possibilité de participer au quotidien à des briefings, effectivement. Et hier, justement, il était question de l'enjeu de ces débats dans le système électoral américain. Le docteur Mitchell McKinney est professeur de communication et directeur de l'Institut de communication politique de l'Université de Missouri. Le docteur McKinney, qui nous parlait hier, est reconnu par ses pairs universitaires et les médias nationaux et internationaux comme l'un des plus éminents spécialistes des débats présidentiels au monde. Il a été conseiller d'ailleurs de la Commission américaine sur les débats présidentiels. Il avait justement animé cette séance où il explique l'importance de ce débat aux États-Unis. Our analysis consistently shows that debates do not change minds of the large segment of the viewership, yet they do have the ability to change candidate choice, vote choice for a very small slice. And there has been very, very limited studies then that follow debate viewers through to election day, post-election day, and we have found that those viewers of debates are more likely to show up and vote. They become energized, if you will, mobilized by their exposure to the debate message. Now, on the first question, in terms of do debates inform voters, consistently our analysis shows that those who view debates come away with more issue knowledge. Now, here, those studies where voters are able to ascribe the candidate's issue positions to the correct candidate having watched the debate. So that's one form, sort of an experimental direct analysis of do debates inform voters. Vous l'avez entendu, donc une importance capitale pour les Américains qui attendent ce rendez-vous. Aux 4 coins du pays, la campagne est suivie. Les partisans des 2 camps se préparent. Hi, my name is Manga, M-A-N-G-A, Anantatmula, A-N-A-N-T-A-T-M-U-L-A. And you are running for office this year, correct? Yes, I'm running for U.S. Congress from Virginia Congressional District 11. And I am here because I value my family values and the traditions that we always kept in the Republican Party. I'm an immigrant from India, but I have grown to become a Republican. And with the past elections in 2016, I don't see a way why I should go back to being a Democrat anymore, because this is where my values belong and I support this administration. You know, I mean, I think it's always important to get out and vote it as early as you can. I mean, I did it now just because I have the time. You know, I'm working from home just like most people are. You know, I think going to the polls is still fine. I'm not worried about that or anything, but, you know, you got this guy in charge and he's a horrible person, not even talking about the issues himself. It's just, but I mean, I'm just tired of, it's just exhausting, the news cycle. It's every day, it's lies and corruption and no one does anything about it. So it's time to do something about it. Voilà Mélanie pour notre carnet de bord de la présidentielle américaine pour ce soir.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous allez retrouver Stéphanie Montplé et moi, je vous dis à la semaine prochaine. L'info en continu sur le www.defimedia.info.